Aujourd'hui, nous allons entamer de nouvelles capsules de cours de physique en partant de notre thème qui est l'électricité. Et à travers l'électricité, nous allons étudier ensemble le courant alternatif comme sous-thème. Mais cette séance va nous permettre de voir ensemble les notions préliminaires en courant alternatif, c'est-à-dire les notions qui sont très importantes à savoir pour pouvoir avancer en courant alternatif. Et pour étudier ces notions, les compétences à développer à partir de cette capsule sont, premièrement, différencier le courant alternatif du courant continu. Ensuite, découvrir la provenance du courant alternatif, c'est très important. Et il faut aussi identifier les caractéristiques du courant alternatif sinusoïdal, qui sera l'objet de plusieurs capsules. C'est le courant alternatif sinusoïdal. Mais avant tout cela, il y a des activités préparatoires que je vous propose. Donc vous en avez jusqu'à 3. La première activité concerne des appareils à observer et des questions à répondre, des tableaux à remplir. Vous allez lire vous-même et réaliser ces activités. Donc voici la première activité. La deuxième, c'est pareil. Vous avez des images, des appareils à observer. Vous allez répondre à des questions et ensuite remplir des tableaux. Et pour la troisième activité, vous avez des informations que l'on vous donne et à l'aide de ces informations qui sont relatives au courant continu et au courant alternatif, vous allez remplir un tableau. Donc voilà. Maintenant, pour commencer, je vous propose une activité expérimentale à partir d'une vidéo que vous allez visualiser. Et c'est une expérience qui va être réalisée sur la production d'un courant alternatif. Donc, c'est qui sont capables de produire un courant alternatif. Donc, nous allons regarder en vidéo sur ça. Et ça permet que nous sommes capables d'avancer en réalité. Alors, regardons ensemble la vidéo. Bon, j'aime noter pour maintenant, nous allons réaliser ensemble une expérience qui va faire que nous sommes capables de produire une force électromotrice alternative. Donc, mes matériels que nous avons utilisés, nous gagnons une ampoule avec un porte-ampoule qui gagne 2 bornes de connexion. Nous gagnons un système de rotation à partir de manivelle. Nous gagnons un moteur qui lui-même gagne un rotor. Donc, rotor là lui-même, c'est un aimant à l'intérieur qui est capable de tourner. Et il y a un stator qui sont l'autre bobine qui fixe, qui trouve à l'intérieur moteur. Et ensuite, nous avons 2 fils de connexion. Donc, nous avons fait montage là pour permettre que nous soyons capables de produire une force électromotrice alternative. Vous allez regarder qui Jean ampoule nous lui-même est capable d'allumer. Donc, pour nous faire montage là, nous introduisons le moteur dans le système à manivelle là pour nous capable de faire rotor la tourner. Et ensuite, nous branchons 2 bornes moteur dans porte-ampoule là qui lui-même qui est connecté avec ampoule là pour produire courant. Donc, nous pour nous produire courant, nous pourrons le faire rotor la tourner à partir de manivelle là, en dans stator là, et nous pourrons voir ça qui va le passer. Donc, fixez-nous directement sur la lampe. Et voilà, nous gagnons la variation du flux magnétique qui permet que vous gagnez un courant induit qui passe et qui fait ampoule là, de même les allumer. Voilà. Voilà, nous avons l'allumage de l'ampoule à partir de la force électromotrice qui passe et qui produit dans le moteur et qui permet que vous un courant induit qui allume l'ampoule là. Et nous voyons que le courant ça, c'est un courant qui continue ou alternatif, mais c'est plutôt un courant alternatif parce que vous gagnez allumage là qui fait tout par intermittence. D'accord. Maintenant, interprétons ce qui se passe exactement à travers la vidéo. Dans cette vidéo, il y a une bobine fixe à l'intérieur et il y a une bobine qui peut tourner à partir d'une manivelle. C'est ce qu'on vient de voir. Et la bobine fixe, on appelle ça un stator pour un alternateur. Et la bobine qui peut tourner en rotation, eh bien on appelle ça un rotor. Et lorsqu'on fait tourner la manivelle pour le rotor, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'il y a rotation de cette bobine qui est un aimant, qui est le rotor, lorsqu'on fait tourner le rotor à l'intérieur du stator, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le flux magnétique qui va subir une variation
parce que nous savons déjà que le flux, c'est phi égale à n bêta s multiplié par cos alpha, et il y a variation de l'angle alpha. Et puisqu'il y a variation de l'angle alpha, donc le flux varie aussi. Et maintenant, puisqu'il y a cette variation du flux, ça permet d'obtenir une force électromotrice induite, comme vous l'avez vu en étudiant l'induction électromagnétique. Eh bien, cette force électromotrice se calcule par la formule petit e égale à moins dérivée du flux par rapport au temps. Et ici, nous avons le flux, comme nous venons de le voir, qui est n égale à n bêta s cos alpha. Or, alpha, c'est un angle, et la variation du flux permet d'obtenir une force électromotrice alternative qui donne naissance à un courant induit alternatif qui se calcule par le rapport entre la force électromotrice et la résistance du circuit. Donc, I égale à petit e sur R. Maintenant, cet angle alpha est un angle de rotation de l'aimant qui est le rotor, qui tourne à une certaine vitesse pour produire un angle et même plusieurs angles pendant un certain temps. Maintenant, cette vitesse-là, c'est une vitesse de rotation, et puisque ça se produit la rotation à partir d'un angle, on l'appelle une vitesse angulaire que l'on note oméga. Maintenant, comme la vitesse moyenne habituellement que vous avez l'habitude de calculer, c'est la distance divisée par le temps, et bien la vitesse angulaire, c'est l'angle alpha divisé par le temps. Et si on calcule alpha ici, l'angle alpha, ce sera égal à la vitesse de rotation oméga multipliée par le temps. Et si on revient maintenant à la formule du flux magnétique, nous obtenons, en remplaçant alpha par oméga t, phi égale à n bêta s cos oméga t. Maintenant, en calculant la force électromotrice en remplaçant le flux dans la dérivée, nous obtenons E égale à moins la dérivée du flux par rapport au temps. Et comme n bêta s, ce sont des constantes, donc ça va sortir de la dérivée, eh bien E sera égal à moins n bêta s dérivée de cos oméga t par rapport au temps. Et la dérivée de cosinus d'une fonction par rapport au temps, eh bien c'est moins par la dérivée de la fonction par le sinus de la fonction. Donc ceci nous permet d'avoir moins dérivée de oméga t sur t multiplié par sinus oméga t, et en fin de compte, ceci nous donne moins oméga sinus oméga t. Et en remplaçant tout ça dans la force électromotrice alternative, nous obtenons petit e égale à moins n bêta s multiplié par moins oméga par sinus oméga t. Et on fait le produit moins par moins, ça nous donne plus. Donc en fin de compte, la force électromotrice alternative que nous avons obtenue à partir de la variation du flux, mais cette force électromotrice induite alternative, c'est E égale à n bêta s oméga multiplié par sinus oméga t. Donc c'est l'expression de la force électromotrice. Or, n bêta s oméga, ce sont des constantes. Si sinus oméga t est égal à 1, c'est la plus grande valeur du sinus, eh bien on va obtenir la valeur maximale de la force électromotrice aussi, qui va s'écrire E max. Et si on a sinus oméga t égal à 1, eh bien E max sera égal à n bêta s oméga multiplié par 1. Donc ici, on aura finalement petit e qui était égal à n bêta s oméga par sinus oméga t va devenir petit e égal à E max par sinus oméga t. Donc voici l'expression de la force électromotrice instantanée obtenue qui nous permet d'avoir un courant alternatif. Et comme le courant c'est I égale à E divisé par R, on remplace E par son expression et on obtient en fin de compte I égale à E max par sinus oméga t divisé par la résistance. Or, une force électromotrice divisée par une résistance, c'est encore une intensité. Comme c'est U max, c'est une intensité maximale aussi. Et en fin de compte, la présentation de l'expression mathématique de l'intensité instantanée du courant alternatif sinusoïdal, c'est I égale à I max divisé par sinus oméga t. Et par analogie, on peut aussi avoir la tension alternative, c'est U égale à U max par sinus oméga t. Donc voilà, c'est ici la présentation des expressions mathématiques de la force électromotrice alternative, du courant alternatif et de la tension alternative. Maintenant, on va regarder ensemble le courant continu et le courant alternatif, quelques différences. Alors ici, nous avons une figure qui représente le courant continu, DC en anglais, direct current. Donc il y a le courant continu, qu'on peut dire CC en français. Et bien l'allure du courant continu, c'est une droite qui montre que nous avons un courant qui est constant dans le temps. Donc le courant ne varie pas. Pourquoi? C'est parce que les charges électriques ne vont que dans un seul sens. Alors que si nous prenons l'allure
du courant alternatif, regardez bien, vous voyez ici il y a l'allure du courant alternatif qui est différente de l'allure du courant continu. Et maintenant nous avons ici le courant alternatif qui nous montre que nous avons un courant qui varie. Voici comment ça varie positivement jusqu'à une valeur maximum. Ensuite, ça varie, ça diminue jusqu'à s'annuler, ça diminue jusqu'à une valeur minimum et ensuite ça remonte en s'annulant. Donc, voici ici l'allure du courant et cela arrive parce que vous avez les charges électriques qui changent très régulièrement de sens à chaque instant. Voilà. Maintenant, ceci nous permet d'arriver vers les caractéristiques du courant alternatif. Ici, nous venons de voir l'allure du courant alternatif. Donc, un tour complet, c'est sortir d'ici, faire le tour complet jusqu'à ici. Ici, c'est un temps complet. Et on va appeler, bien sûr, ce tour complet pour le courant alternatif une période. Et on va noter ça grand T. Donc, le tour complet du courant alternatif, c'est une période. Et maintenant, cette période, vous voyez ici, est divisée en deux parties. Il y a deux demi-périodes et chaque demi-période, on va appeler ça une alternance. Il y a une demi-période qui est positive et une demi-période qui est négative. Donc là, pour une période, nous avons deux demi-périodes, donc nous avons deux alternances. Donc une alternance est égale à une demi-période et nous avons une alternance positive ici et une alternance négative ici. Ensuite, ici le nombre de périodes T qui se produit par seconde. Donc pour une seconde, nous pouvons avoir 50 périodes, 60, 100, 40. Donc le nombre de périodes par seconde ici est la fréquence du courant alternatif qui est noté petit f. Donc la fréquence c'est le nombre de périodes par seconde et ceci permet de calculer la fréquence comme l'inverse de la période. Donc la fréquence c'est 1 divisé par t. La fréquence est une grandeur physique exprimée en Hertz, c'est le nombre de périodes par seconde. Et nous avons la période qui est exprimée en secondes. Et ensuite, nous avons aussi la fréquence que l'on dit que c'est le nombre de fois que les charges changent de sens par seconde. C'est ça la définition de la fréquence. Maintenant, la fréquence, la période et la vitesse angulaire sont liées. Parce que nous savons que lorsque vous avez un tour, le tour ici nous permet d'avoir un angle alpha qui est égal à 2π radians. C'est pour un tour complet, c'est 2π pour un tour. Et bien, si nous allons vers la période, eh bien, le temps pour un tour, c'est la période qui est égale à grand T. Et maintenant, si nous voulons avoir une relation avec la pulsation qui est la vitesse de rotation, nous avons vu tout à l'heure que la pulsation c'était oméga divisé par T. Oméga, c'était égal à plutôt alpha divisé par T, pardon. Et maintenant, ceci implique, en remplaçant alpha par 2π, si nous avons un tour complet, eh bien, alpha c'est 2π, et le temps pour un tour complet, c'est la période. Donc, oméga, c'est 2π divisé par T. Et maintenant, ça nous permet d'avoir une relation entre la vitesse de rotation et la période. Et puisque nous savons que la fréquence c'est l'inverse de la période et ce qui nous permet d'avoir la période qui est l'inverse de la fréquence, et bien ici, automatiquement, nous avons, en remplaçant la période ici par 1 sur f, et bien on obtient la vitesse de rotation qui est 2π multiplié par la fréquence. Donc la relation entre la fréquence et la période, c'est la fréquence qui est l'inverse de la période. La relation entre la pulsation et la période, c'est la pulsation qui est égale à 2π divisé par la période. Et la relation entre la pulsation, qui est la vitesse angulaire, et la fréquence, eh bien c'est 2π multiplié par la fréquence. Donc voilà. Et maintenant, à partir de tout ça, nous pouvons dire que, et là on vient de voir des éléments très particuliers du courant alternatif, mais il y en a aussi d'autres éléments caractéristiques. Et par exemple, si nous avons un courant continu et un courant alternatif, eh bien, ces deux courants-là peuvent agir sur des électrolyseurs, sur des bobines, sur des lampes. Donc, avec et le courant continu et le courant alternatif, on peut faire fonctionner des appareils électriques. Maintenant, comme les deux courants sont différents l'un de l'autre, alors il faut qu'il y ait des caractéristiques qui permettent d'avoir des éléments communs. Alors ici, c'est pour cela que si nous avons des intensités et des tensions en courant alternatif qui peuvent produire les mêmes effets et pendant le même temps que des courants continus, donc nous pouvons aussi avoir des intensités en courant alternatif qui peuvent faire exactement produire les mêmes effets que des intensités et tensions en courant continu. Et on appelle ces intensités et ces tensions en courant alternatif qui peuvent produire les mêmes effets et pendant le même temps en courant continu, on les appelle des intensités efficaces, on les appelle des tensions efficaces.
Donc, en courant alternatif, les intensités et les tensions efficaces peuvent produire les mêmes effets et pendant le même temps sur des appareils en courant continu que les intensités et les tensions continues. Donc, maintenant ici, on appelle ces grandeurs-là des grandeurs efficaces en courant alternatif et on peut regarder si on a une lampe qui a une résistance R, et bien qui est traversée par un courant alternatif, on va voir que la lampe va s'allumer et la lampe peut aussi s'échauffer. Et le courant qui permet que cela arrive, c'est le courant efficace du courant alternatif que l'on note IE. Maintenant, ce courant efficace, avec la résistance, permet d'obtenir la tension efficace du courant alternatif où UE, ici, est égal à la résistance multipliée par IE. C'est pour la tension. Et maintenant, pour la puissance thermique, c'est l'intensité par la résistance, l'intensité bien sûr au carré. Donc, la puissance thermique, c'est R multiplié par l'intensité efficace au carré. Et ou bien c'est la tension efficace multipliée par l'intensité efficace si nous avons une résistance pour une lampe, pour une ampoule. Et maintenant, pour l'énergie par effet Joule, eh bien, nous savons que l'énergie par effet Joule, c'est W égale à RI carré T. Effectivement, c'est la résistance de la lampe multipliée par l'intensité efficace du courant alternatif au carré par le temps. Ou bien c'est la tension efficace par l'intensité efficace multipliée par le temps. Et ici, dans l'équation instantanée du courant alternatif I égale à IM sinus oméga T que nous avons vu tout à l'heure, eh bien, nous pouvons mettre en relation cette intensité maximale et l'intensité efficace du courant alternatif. Et cette intensité maximale appelée amplitude aussi du courant alternatif est liée à l'intensité efficace par la relation I max égale à IE multiplié par racine de 2. Ce qui est démontrable que vous pouvez voir dans n'importe quel livre de physique de la classe de secondaire 4 ou bien de philo. Et maintenant, ici, ça nous permet d'avoir I efficace égale à I max divisé par racine de 2. Et par analogie à tout ça, on peut établir la relation aussi entre la tension efficace et la tension maximum. Par la même relation, c'est U maximum égale à UE racine de 2, ou bien U efficace égale à U maximum divisé par racine de 2. Donc, en résumé, c'est ce que nous avons vu. Nous venons de faire la différence entre le courant continu et le courant alternatif. Nous venons d'établir les grandeurs efficaces du courant alternatif. Nous venons aussi d'établir les caractéristiques du courant alternatif et de regarder quelle relation il existe entre les intensités efficaces et maximum, entre les tensions efficaces et les tensions maximum. Donc pour terminer, je vous propose des applications numériques. Vous avez ici jusqu'à 5 exercices à faire pour pouvoir appliquer les notions préliminaires en courant alternatif. Et dans la prochaine capsule, nous aurons à résoudre ensemble au moins 2 de ces applications. Je pense qu'on aura à faire le premier et le 5e exercice. Donc, j'espère que vous avez compris. Il faut revoir la capsule pour bien assimiler tout ça. Donc, on se voit la prochaine fois pour continuer avec les travaux dirigés sur cette partie-là. Au revoir et à la prochaine.